Évoquons pour entamer cette émission la situation des pays émergents, de la sphère émergente face à un choc de matières premières généralisé. C'est Irina Topasseri qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que cette histoire n'est pas totalement inconnue. L'impact d'un choc de matières premières sur la sphère émergente, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans les années passées. La différence est peut-être que le choc de matières premières est assez spectaculaire et général, des matières premières énergétiques aux matières premières alimentaires, en passant par toute la catégorie des métaux industriels également. Irina, si on prend comme référence la big picture, la toile de fond pour la sphère émergente, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête comme élément d'analyse quand on parle de l'impact d'un choc de matières premières sur les émergents ? Oui, c'est ça. En fait, les forts à-coups sur les prix des matières premières créent en fait des chocs sur les termes de l'échange. Donc ça, c'est typiquement ce que les économistes appellent, c'est un rapport, si vous voulez, de l'évolution des prix des biens exportés d'une économie sur l'évolution des prix des biens importés. Donc en quelque sorte, ça va vous donner une sorte de guidage sur l'effet sur le compte courant des pays émergents. Et comme on sait, voilà, les pays émergents sont très sensibles à l'évolution de ces comptes courants puisque ça va gérer en fait leurs besoins de financement externe et donc leurs devises vont répondre à cela et donc on va se retrouver dans des situations qui par le passé se sont traduites dans pas mal de crises émergentes puisque la politique monétaire on est en général plutôt démunie. C'est pas avec les taux d'intérêt qu'on gère les prix à l'exportation ou à l'importation, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais finalement somme toute, on le voit par le passé qu'en général, les pays émergents montent leurs taux dans ces cas-là. Au-delà de l'inflation, ils les montent pour retenir les capitaux. Et en face, vous devez avoir donc une politique fiscale qui va devoir répondre. Et alors aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où nous sortons à peine de 2 ans de dépenses excessives liées à la pandémie. Donc, selon le pays, on a plus ou moins donc le porte-monnaie encore capable de pallier à cette crise-là. Donc, effectivement, tu le disais, Grégoire, on a des pays émergents très hétérogènes, donc il y a des gagnants, il y a des perdants. Généralement, quand même, il faut dire, c'est une crise plutôt stagflationniste, comme on appelle, globalement. Donc il y a quand même plus d'inflation partout, et ça c'est le cas pour les pays exportateurs et importateurs. C'est à part égale, puisque ça fait toujours partie, les produits par exemple énergétiques sont toujours, et d'ailleurs les prix des denrées alimentaires constituent des grands piliers d'un panier d'inflation dans les pays émergents, donc ça affecte aussi bien les exportateurs que les importateurs. Donc voilà, on va avoir un choc sur la croissance généralement négative partout, personne ne va en profiter particulièrement, mais oui, au niveau des balances courantes, certains pays s'en tireront mieux que d'autres, et ici on parlera particulièrement des exportateurs, d'abord des produits fossiles, donc là le Moyen-Orient me vient à l'esprit tout de suite, donc des situations fiscales très, très faciles, qui sont encore plus améliorées par la remontée du prix du pétrole, et puis voilà, des exportateurs nets qui en profiteront là-dessus. Et puis peut-être on peut rajouter un peu en Amérique latine, on peut penser au Chili, à la Colombie par exemple, qui sont exportateurs soit de pétrole, soit des métaux. Et voilà, donc et puis en face de ça, vous avez tout un tas de pays qui sont importateurs nets de produits énergétiques qui vont encore une fois faire face à des besoins de financement croissants. Donc là, la Turquie, l'Inde, il y a tant d'autres petits dont on ne nomme jamais leur nom, mais qui auront des situations délicates à gérer, effectivement. Si on ajoute la dimension alimentaire, agricole, Irina, est-ce qu'il faut se préparer à des chocs sociaux, des crises sociales importantes ? On se souvient de l'épisode des émeutes de la faim qui avait suivi la grande crise financière de 2008. Est-ce que ce sont des scénarios possibles, probables pour un certain nombre de pays dans les prochains mois ? Sur le prix des denrées alimentaires, effectivement, nous suivons un indicateur qui provient de l'ONU, et nous sommes sur un pic historique, un 3e pic historique. Et effectivement, les
pics que tu mentionnais sont bien là. Donc on a vu effectivement suite à ces pics des mouvements très violents dans des pays. Même certains disent que ça a été par exemple prémonitoire de la révolution par exemple dans les pays arabes, de la révolution arabe. Donc vous voyez, donc ça fait quand même des à-coups assez importants. Toujours selon l'ONU, il y a une fraction de l'ONU qui s'appelle FAO, bien sûr, l'ONU bien pour sûr. l'alimentation et l'agriculture. Mais par exemple, eux, ils mentionnent que 35% de la population du monde, pour 35% de la population du monde, le blé est un aliment de base. Et vous voyez donc ce qui se passe sur le blé. 50 pays dans le monde, on est à 220 en total, donc il faut voir un peu le calibre, se procurent 30% ou plus de blé en provenance de Russie et d'Ukraine. Donc effectivement, on aura un vrai souci. Pour l'instant, par exemple, la Russie continue d'opérer correctement de ses ports. Ce n'est plus le cas de l'Ukraine, évidemment. Il est très difficilement envisageable, je pense, dans l'état des choses aujourd'hui, tout en ayant beaucoup d'inconnus. Mais on voit bien que, je pense que la production agricole n'y sera nulle part cette année en Ukraine. Et même si elle y était, la destruction d'infrastructures posera un vrai souci. Et effectivement, la Russie et l'Ukraine ensemble sont à peu près à un quart des exportations mondiales de blé. Mais il n'y a pas que le blé, donc c'est ça le problème. C'est l'orge, je sais pas, j'avais vu 20% de l'offre mondiale d'orge provient de ces pays-là, à peu près 15. En fait, en règle générale, un tiers des exportations mondiales de céréales vont être affectés par cette crise-là. Donc c'est conséquent. Donc oui, je pense qu'il y aura pas mal de sujets dans beaucoup de pays. La même source nous donne souvent donc l'Afrique subsaharienne comme des zones à risque. Aussi, toutes les régions qui sont en guerre, en général, sont des régions où la sécurité alimentaire est en risque, évidemment. Le souci va être nos propres réactions, si vous voulez, de tout le monde. Parce qu'en fait, la réaction face à un tel choc, elle est souvent à protéger votre pays. Donc, elle crée malheureusement le même effet. Je vous donne un exemple. Généralement, ce qu'on fait, on baisse les droits de douane à l'importation, et puis on met des restrictions à l'exportation. Donc, même si on sauve peut-être la mise d'un pays à un moment T, vous avez un effet induit de remontée des prix mondiaux, donc qui exacerbe en fait la crise. C'est pour ça que ces crises-là ne s'arrêtent pas toujours très vite, elles se auto-induisent un petit peu. Donc oui, évidemment, un nombre de pays qui seront à garder l'œil dessus, et généralement, malheureusement, c'est toujours et encore le cas des pays à faible revenu. Donc c'est vraiment les petits pays pauvres qui sont encore une fois les payeurs de cette situation. Quand on évoque les émergents, évidemment, la Chine a une place à part. Aujourd'hui, Irina, les officiels de haut rang, Premier ministre, vice-Premier ministre, ont multiplié les déclarations ces derniers jours en promettant du soutien pour l'économie chinoise, pour les marchés de capitaux chinois. Comment est-ce que cette promesse peut prendre forme, selon vous, Irina ? D'abord, c'est presque étonnant qu'ils viennent nous dire qu'ils vont aider l'économie chinoise, parce qu'ils nous ont publié un set de données économiques de janvier-février qui était trop fort. Donc vraiment, au-delà de toute attente, tout le monde s'attendait à quelque chose de plutôt tristoun sur le début de l'année. Je vous rappelle, on est en pleine vague Omicron quand même en Chine, avec des restrictions par-ci par-là. Donc on s'attendait, tout le monde, on se préparait, on avait sorti les parapluies, on se préparait à des chiffres très mauvais. En fait, pas du tout. Les ventes au détail, même la restauration, sachant que plusieurs grandes villes sont en confinement. L'investissement, enfin bon, tout allait très bien. Donc c'est un peu étonnant. Donc nous, on reste assez prudents sur ces données-là. Donc on ne voit pas comment ça peut être fort. On aurait eu tendance, en fait, à vous dire, pour tout vous dire, de mettre une croissance négative au premier trimestre en Chine. Bon, maintenant, on va mettre 0 parce que vu la force des données, on ne peut pas aller contre. Mais effectivement, à la fin, quand on regarde le marché, comment il est toujours sous tension et toujours sur ce secteur immobilier qui crée beaucoup de remous, on comprend peut-être un peu mieux les commentaires effectivement officiels qui tablent sur plein de mesures. Alors, comme ils disent les Anglais, maintenant, il est temps de walk the talk. C'est bien de parler, maintenant il faut quand même délivrer. Et pour l'instant, ils n'ont pas délivré, parce que juste après avoir dit ça, ils n'ont pas rebaissé le taux des réserves obligatoires. Voilà, donc maintenant on se dit, bon ok, ils ne l'ont pas fait en mars, mais enfin en avril, il faut qu'ils le fassent, sinon le marché ne croira pas, et enfin nous on ne croira pas non plus. Donc les mesures possibles, oui, toujours, donc baisse de taux d'intérêt, baisse de taux des réserves obligatoires, des injections de liquidités, toujours la même, si vous voulez, la même petite recette. La même recette, oui, que les années précédentes et que les crises précédentes.
Bah oui, mais sachant que quand même la politique monétaire va être quelque part limitée par le fait que la Réserve fédérale est en route pour un resserrement des taux et que l'inflation monte, hein, donc ils ne peuvent pas non plus aller trop fort non plus. Donc en gros, là encore, hein, comme pour le reste du monde, hein, ce sera plutôt à la politique fiscale de faire quelque chose. Et ici, j'ai envie de dire, autre que mettre, si vous voulez, au travail les montants levés par les gouvernements locaux, hein, qui ont émis des obligations, donc les mettre en route. Et là encore, c'est par l'infrastructure, encore une fois. Il reste encore, finalement, presque, il suffirait de ne plus donner de mauvaises nouvelles, si vous voulez, hein, parce qu'en fait, ils n'ont pas arrêté de réglementer, de faire peur sur la réglementation des monopoles Internet, IT, tout ça, et puis tout ce qui était auto-douleur infligée sur le secteur immobilier. Donc, s'ils arrêtaient un petit peu ça, déjà ça ferait du bien. Mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on les voit venir là. Hein, il est temps d'agir. Il faut délivrer après avoir promis. Oui. Voilà, donc le sujet pour la Chine dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup Irina. Merci pour cet éclairage sur la sphère émergente face à notamment ce choc de matières premières sans précédent. Irina Topasseri qui était avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM.